Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Béni TV. Depuis quelques années, les bouleversements que connaît l'économie mondiale provoquent des changements dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, savoir maîtriser son environnement est plus que vital, aussi bien pour les entreprises que pour les nations elles-mêmes. En clair, la principale articulation de cette démarche réside dans la recherche d'informations économiques à usage stratégique, surtout dans sa diffusion. À ce rendez-vous de Perspective Afrique, nous traiterons à fond la question relative à l'intelligence économique. Pour en parler, je reçois un expert du domaine. Marc Amand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Elite Consulting, un cabinet qui traite de l'information économique et de la veille stratégique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Bien avant d'entrer à fond dans ce sujet, je vous propose de suivre la réaction du docteur Marc Amand. On entend de plus en plus parler d'intelligence économique dans le processus d'aide à la décision. Que recouvre cette notion? Merci pour la question. En fait, l'intelligence économique, c'est un dispositif coordonné de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile à la prise de décision. L'objectif, c'est de pouvoir maîtriser les risques, disons les mitiger, et puis accroître les opportunités, toujours en pensant à une démarche d'influence derrière. Voilà. Ok, certains détracteurs de la cause l'assimilent à de l'espionnage économique ou industriel. Que dites-vous? Je dis que c'est juste un manque de connaissances, parce que en matière d'intelligence économique, il y a une ligne rouge qu'on ne franchit pas, que nous appelons le droit. Donc toutes les pratiques sont légales et de plus il y a des chartes déontologiques et éthiques qui sont liées au métier que nous faisons, de sorte que c'est vraiment pas les mêmes problématiques en fait. Voilà. Ok, à la différence de l'espionnage économique, donc elle utilise des sources ouvertes, les moyens légaux. Qui est réellement concerné par cette démarche? Tout le monde est concerné par la démarche parce que comme vous le disiez tantôt, l'objectif c'est de prendre une décision utile pour avancer. Donc pour les entreprises, ça va être la compétitivité. Petite entreprise, une personne peut le faire. Les grands groupes le font également. Ça va jusqu'au niveau des États et des collectivités territoriales. Vraiment, c'est aujourd'hui une façon de manager qui consiste à décloisonner tous les silos qu'on a mis entre les différentes fonctions, de sorte à créer des plateformes collaboratives pour pouvoir influencer son environnement. Voilà. Ok, comment est-ce que l'intelligence économique peut être concrètement stratégique pour une entreprise? En fait, c'est un tableau de bord, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne navigue plus à vue, mais tout est mis en place depuis la collecte de l'information jusqu'à sa diffusion pour prise de décision. Tout est mis dans un schéma coordonné, de sorte que l'information devient la matière première du business. C'est ça, en fait, la stratégie. On utilise aujourd'hui, tout le monde utilise l'information pour travailler. Vous, en tant que journaliste, moi, dans mon métier, les agriculteurs, tout le monde travaille avec l'information. Mais la force, la valeur ajoutée de l'intelligence économique, justement, va résider dans cette démarche coordonnée-là, depuis la collecte jusqu'à la diffusion. Quand une entreprise vous sollicite, oui. Comment est-ce que vous agissez, en fait? D'accord. Je reviens à la définition toujours. Information utile. Ce qui est utile pour moi aujourd'hui, si c'est la concurrence, je mets en place, par exemple, des systèmes de veille concurrentielle. D'autres entreprises peuvent me solliciter pour des informations juste réglementaires. Ils veulent pénétrer, par exemple, un marché. Ils ne connaissent pas bien la législation qui est mouvante. On traite ces questions-là. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment toute la chaîne de l'entreprise qui est traitée. Au niveau de l'État, ça peut être même la sécurité économique. Voilà. Ok, alors quand on vous suit, on peut en déduire que l'intelligence économique est une notion pluridisciplinaire. Exactement, c'est comme j'assimile ça par l'analogie un peu à la médecine. Donc il y a des ophtalmos, des cardiologues, tout ça, c'est ça en fait. Et les métiers clés de l'intelligence économique peuvent être résumés autour de 3 points qui sont la veille et l'analyse, la sécurité du patrimoine immatériel, informationnel, et puis le volet influence. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des métiers qui font partie de l'intelligence économique, qui, rappelons-le, est un terme quand même francophone. Parce que les anglo-saxons utilisent cette pratique-là, mais ils utilisent le terme de competitive intelligence. Vous voyez, les Asiatiques aussi pratiquent, etc. Donc voilà. Faut-il avoir une formation spécifique pour exercer ce métier? Dans l'absolu, idéalement, je dirais que ce serait bien que le praticien de l'intelligence économique ait d'abord son métier à lui. Et l'intelligence économique viendrait en fait un peu se pluguer, disons, renforcer sa pratique habituelle de son métier. Sinon, pour répondre à votre question, il y a des masters, des formations dédiées à l'intelligence économique. Et même en Côte d'Ivoire, ici, il y a ECG,
donc, qui est sous tutelle du ministère du Commerce, c'est pour ça que je cite ça, qui a mis en place un master en intelligence économique et qui forme des bacs +4, +5 à l'intelligence économique. En France, un peu partout, il y en a. Ok, vous exercez depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Est-ce que les entreprises sont réceptives à cette nouvelle discipline? Tout dépend de la façon dont vous portez le message en fait aux entreprises. Donc moi me concernant, j'ai des clients qui sont très intéressants, qui ont été réceptifs depuis le départ, des grands comptes, des petites entreprises. Et l'idée c'est d'arriver à convaincre le responsable de l'entreprise que c'est utile pour lui, que ça va lui faire gagner en compétitivité, ça va lui permettre d'avoir de l'innovation, etc. Sinon, je peux dire d'un point de vue global, les entreprises sont réceptives ici. Et il y a beaucoup d'actions qui sont en place pour ça. Ok, en Côte d'Ivoire, les autorités ont l'ambition d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Vous qui êtes praticien de l'intelligence économique, vous y croyez? Je vais m'inscrire dans le cadre du PND, donc du Plan National de Développement, hein, qui dit que si les actions sont menées correctement jusqu'à la fin, on peut atteindre cet objectif d'émergence. Pour ma part, je répondrai que quand vous lisez le Plan National de Développement, le document sur lequel les gens se sont basés pour parler d'émergence, il y a un fil conducteur, il y a un problème d'information partout. Il y a un manque d'information qui est structurel dans la santé, dans l'éducation. On ne sait pas il y a combien de chômeurs concrètement en Côte d'Ivoire, quels sont les besoins en formation, tout ça. Donc je crois que c'est une approche systémique qu'il faut avoir pour parler d'émergence. Voilà. Au niveau régional, au niveau de l'Afrique, oui. Comment l'Afrique peut-elle orienter son économie en suivant les principes justement de l'intelligence économique? L'intelligence économique, comme vous l'avez compris par définition, c'est un système de management qui fait intervenir la participation, ça c'est collaboratif. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir permettre aux gens de travailler ensemble. L'intégration régionale, je vous donne l'exemple de l'UEMOA qui développe des programmes, etc. spécifiques pour que les gens puissent travailler ensemble. Si on est ensemble, on pourra déjà avoir l'information pour décider. On pourra justement lever des freins, des barrières, par exemple aux obstacles douaniers, etc. Donc pour ma part, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble en mettant en place des systèmes humains, comme décisionnels, systèmes informatiques décloisonnés, de sorte qu'il y ait vraiment des échanges, des interactions, source de compétitivité. Quand on considère l'existence d'importantes accumulations de capitaux par les multinationales, est-ce que l'Afrique peut-elle se faire? Oui, par définition, l'intelligence, comme je vous disais, c'est une roadmap en fait. Donc l'idée est de savoir où on veut aller et quels sont les moyens qu'on met à notre disposition pour y aller. Et ça passe justement par un pan de l'intelligence économique qui s'appelle l'influence et le lobbying, où on va en amont des lois et des réglementations, on les façonne même pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ça peut être au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc. Effectivement. Donc vous avez compris qu'en fait, encore une fois, c'est l'agir ensemble qui va être la clé du succès. Un projet commun avec des moyens mis à disposition pour atteindre un objectif. Avec l'intelligence économique, l'Afrique doit savoir tirer des avantages des transferts de technologie. Le rôle des entreprises africaines ne doit plus être commercial, mais de production et de conception. L'utilisation l'illustration de cette nouvelle compréhension de l'économie s'est vérifiée lors de l'achat des avions de guerre de la France par le Brésil, où l'État brésilien, en achetant ces avions, s'est assuré du transfert de technologie, n'est-ce pas, de conception de ces avions-là. Est-ce que l'Afrique peut imiter ces méthodes de diplomatie économique, si vous voulez? Moi, je crois personnellement à une valeur qui est le travail. Donc, si dans la notion de transfert technologique, auquel je ne crois pas trop d'ailleurs, vous avez une réelle capacité des intervenants africains à produire eux-mêmes et puis à contextualiser les éléments extérieurs qui vont les aider à avancer, je dis, il n'y a pas de problème. En Inde, par exemple, ils ont décidé il y a quelques années de ça, de travailler sur la finance. Aujourd'hui, ils sont leaders parce que tous les programmes ont été mis ensemble en termes de formation, etc. C'est là où l'apport de la technologie extérieure a été intéressante, vous voyez. Mais encore une fois, ça participe à une stratégie globale, en fait. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour les États africains de construire des réseaux d'influence directe destinés à faire de l'activisme pour l'obtention de grands contrats? Je sais une chose, c'est que selon la stratégie propre à chaque pays, c'est à eux de se déterminer ce qu'ils veulent faire et puis mettre en place leur système pour atteindre leurs objectifs. Je prends l'exemple du cacao.
En Côte d'Ivoire, on est leader mondial, le Ghana est bien positionné. Dans ce cas-là, après, ça devient sectoriel, vous voyez. Ils se mettent ensemble pour pouvoir atteindre un objectif spécifique. Là, je peux dire que ça a un peu de sens, à mon avis, ce que vous me dites, mais globalement, l'Afrique, comme ça, c'est délicat, quoi, parce que voilà, chacun a des intérêts qui sont divergents des autres. Ok, en décembre dernier, le Centre pour la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, lors d'un atelier international, a exprimé sa volonté d'intégrer dans sa démarche stratégique l'intelligence économique. Vous avez même été invité en tant qu'expert. Un commentaire sur ce projet? Oui, ben écoutez, permettez-moi justement à l'occasion de féliciter le DG du CPC qui a bien compris l'intérêt de l'intelligence économique pour l'attraction des investissements et des investisseurs. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir démultiplier les opportunités pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai qu'on a des amis, mais on a aussi des adversaires qui sont autour de nous. Donc l'idée c'est de pouvoir être, voilà, que les investisseurs viennent plutôt ici qu'à droite ou à gauche, vous voyez ce que je veux dire. L'intelligence économique peut permettre d'atteindre ça et je le félicite. C'est un processus qui est en train de faire son chemin au plus haut niveau. Ok, vous, au niveau de votre cabinet, vous qui êtes en contact avec les entreprises, avec l'État, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quant à la compréhension même de cette nouvelle discipline? C'est principalement des difficultés qui sont liées à la culture du secret chez nous, alors que tout n'est pas secret, voilà. Donc, comme vous avez compris depuis le début, l'idée, c'est vraiment de travailler dans une plateforme collaborative, de pouvoir avoir des échanges d'expériences dans les entreprises déjà pour commencer. Ensuite, voilà. Donc, c'est vraiment le point clé, c'est de pouvoir partager l'information pour pouvoir prendre des bonnes décisions au bon moment, etc. Ok, nous allons donc passer à une autre partie de cette émission, la rubrique Les projets. Nous allons vous présenter deux projets que vous allez commenter. D'accord. Au niveau du premier projet, il s'agit d'un projet national, le RNIC, le Réseau national d'information commerciale, une plateforme de mutualisation de l'information commerciale en Côte d'Ivoire qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien par le biais du ministère du Commerce en collaboration avec l'Union européenne et le PACIR. Cette plateforme regroupe des institutions telles que l'APEXI, le Conseil Coton Anacarde, la CGC, la Chambre de commerce et d'industrie et bien d'autres institutions. Un commentaire? Oui, alors le RNIC, Réseau national d'information commerciale, est une initiative du PACIR, qui est le programme donc d'appui au commerce et à l'intégration régionale. C'est sous financement Union européenne, mais c'est un mécanisme des systèmes des Nations Unies en fait. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je suis même consultant national, analyste intelligence économique. De quoi s'agit-il? C'est un projet donc d'intelligence économique nationale qui consiste à renforcer toutes les entreprises exportatrices. Donc il y a un ensemble d'institutions qui sont réunies autour du ministère du Commerce qui a créé une cellule de recherche et de veille. Donc cette cellule de recherche et de veille là est censée par arrêté, au fait ça a été institutionnalisé par arrêté ministériel. Donc est censée donner l'information à toutes les entreprises, petites, moyennes entreprises qui veulent aller déjà connaître bien la Côte d'Ivoire et puis aller dans la sous-région. Donc ça passe justement par, je vous disais, pour l'information utile, de la veille réglementaire, etc., de l'actualité économique. Le site c'est veille-ci.com, qui est donc une initiative, encore une fois, je vous disais, de l'Union européenne, logée au ministère du Commerce. Vous avez le patronat ivoirien qui est acteur dans ce réseau-là, l'APEXI, donc les exportateurs, le CPC, les investisseurs, vous avez la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, vous avez le Conseil du café et du coton et de l'anacarde, autant pour moi. Et puis vous avez le GPEX, qui est le groupement des exportateurs. Voilà, avec une multitude de membres observateurs. Vous voyez, donc on est dans le cadre d'une plateforme dématérialisée d'information où chaque acteur envoie l'information sur la plateforme, information utile à la prise de décision. Ok, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le seul projet national. Non, disons que je travaille actuellement avec l'ENA, qui est en train de mettre en place un système qu'on appelle intelligence territoriale, qui va s'intéresser aux régions un peu. Parce qu'on a constaté que souvent c'est la capitale qui est favorisée. Donc qu'est-ce qui se passe à Divo, à Korogo, à Lakota, etc. Et quelles sont les opportunités qu'on peut mettre en avant justement pour pouvoir aider autant pour le chômage que pour l'attractivité des régions. L'idée c'est de pouvoir créer de la valeur. Donc bien-être, développement, etc. Voilà, c'est les deux projets en tout cas à ma connaissance. Le CPC aussi, comme vous disiez tout à l'heure, est en train de faire quelque chose à ce niveau-là.
Le second projet concerne le projet Veille Coton de l'UEMOA, techniquement dénommé le point focal régional COS-Coton UEMOA, qui est en fait la décentralisation du COS-Coton, le comité d'orientation et de suivi sur le coton, un projet émanant du partenariat Union européenne-Afrique. Le point focal régional COS-Coton a été matérialisé par la signature d'un protocole d'accord entre la commission UEMOA et le Centre du commerce international, agence de mise en œuvre désignée par l'Union européenne pour accompagner la commission dans le processus d'actualisation de l'agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile. Un commentaire sur le projet Veille Coton? C'est toujours ITC, hein, donc c'est le Centre du commerce international qui est basé à Genève qui initie ça. Et l'idée, encore une fois, vous avez vu, c'est de fédérer les acteurs du coton autour d'une plateforme, donner le maximum d'informations juridiques, réglementaires, commerciales, opportunités d'affaires et tout ça, de sorte qu'on ne soit pas dans un cercle de désapprentissage, mais que continuellement on ait l'information utile pour savoir quelles sont les opportunités sur tel marché, en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc. Quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Autant d'opportunités en matière de formation, de débouchés économiques, etc. Nous sommes presque au thème de cette émission. Nous passons à la rubrique à signature du livre blanc. Un mot, une signature pour marquer votre passage à Perspective Afrique et aussi un mot, bien évidemment, sur votre domaine d'activité. Voilà, vous pouvez donc quand même partager votre réflexion aux téléspectateurs de Béni TV. Béni TV, c'est une chaîne chrétienne. Donc pour contextualiser et faire un lien avec l'intelligence économique, dans Osée 4.6, c'est l'Ancien Testament, c'est marqué « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc que cela ne soit pas le cas pour nous et que l'intelligence soit avec nous. Voilà, merci. Voilà. Nous sommes donc au thème de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur la question de l'intelligence économique. On espère qu'en appliquant les principes de l'intelligence économique, les décisions pragmatiques d'urgence et les improvisations qui animent quasiment le quotidien des gouvernants africains et des entreprises laisseront place à une démarche plus cohérente et une gestion dynamique de l'économie africaine. Je rappelle que nous étions avec Marc Aman. Il est le directeur associé de Elite Consulting, un cabinet qui traite de l'information économique et de la veille stratégique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, tout le merci est pour vous. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique. Bonne suite de programme sur Béni TV.